Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dev Café au format normal car hier la vidéo elle était un tout petit peu spéciale avec les retours sur le Flutter Forward. Mais aujourd'hui rassurez-vous, on va retrouver nos bonnes habitudes. L'idée c'est qu'en une dizaine de minutes je vais vous résumer les infos qui ont marqué le dev mobile, notamment au cours de ces dernières heures, voire même exceptionnellement un tout petit peu plus parce qu'il faut rattraper le retard d'hier. Et d'ailleurs au programme il va être question du GDPR qui a certaines failles juridiques, de bons chiffres chez GitHub ou encore de WebKit qui s'améliorent. Allez, accrochez vos ceintures, c'est le dernier Dev Café avant le week-end. On commence par GitHub qui vient littéralement de faire péter les scores puisqu'ils ont annoncé mercredi avoir dépassé la barre symbolique des 100 millions de développeurs enregistrés sur la plateforme, et à titre d'info c'était un objectif qu'ils s'étaient fixé pour 2025. Alors que GitHub a constitué sa croissance principalement sur le marché nord-américain, désormais c'est l'Asie du Sud-Ouest, l'Afrique et l'Amérique du Sud où les créations de comptes sont les plus nombreuses. Et d'ailleurs il donne un exemple, c'est celui de 10 millions de développeurs au total rien qu'en Inde. Mais là-dessus, il faut quand même relativiser un tout petit peu parce qu'en Inde, il y a 1,4 milliard d'habitants. Donc finalement, ici, GitHub, ils sont un peu pris en flagrant délit de manipuler un peu les chiffres. Mais bon, bref, c'est une bonne nouvelle pour eux, d'autant que malgré leur achat par Microsoft, il y avait eu beaucoup d'appels à des boycotts de la communauté open source, par exemple, et finalement, ça n'a jamais vraiment été pris au sérieux. On bascule d'un GAFAM pour en passer à un autre puisqu'on va à Cupertino en Californie chez Apple. Alors la première nouveauté ça concerne Safari dont une nouvelle version preview est disponible depuis mercredi là aussi. L'idée c'est que ça va aussi arriver prochainement sur iOS et macOS. Alors d'une part il y a le support des vibrations haptiques sur les contrôleurs de jeu, donc les manettes. C'était déjà géré par Chromium mais toujours pas par Firefox. Côté inspecteur on peut gérer plus finement les variations des polices, c'est-à-dire le style ou le weight, ou encore on peut mieux voir les styles CSS dont on hérite. Côté syntaxe, le CSS nesting est désormais supporté. En gros, vous pouvez voir que le code est un peu plus lisible de cette manière-là. On note aussi l'arrivée du margin trim, de la syntaxe permettant d'écrire des couleurs de manière relative, et il y a bien d'autres fixes au programme. Bref, que du bon d'une manière générale pour ce qui devrait arriver donc dans Safari 16.4. Toujours chez Apple, la WWDC, c'est leur conférence annuelle qui est normalement organisée à San José, près de San Francisco, pendant une semaine, et j'ai eu l'occasion d'y participer une fois, et l'événement, il est vraiment organisé aux petits oignons, et j'y suis notamment allé en 2019, et c'est vraiment un autre monde. Par exemple, pour le keynote du premier jour, je crois que je me suis levé vers 4 ou 5 heures du matin, et déjà il y avait la queue sur la moitié de la rue, alors que ça devait commencer peut-être vers 9 ou 10 heures. Et je suis sûr en plus que vous vous souvenez de cette édition, parce que c'est là où il avait annoncé les fameuses roulettes à 850 € pour le Mac Pro, et je me souviens d'ailleurs de l'énorme blanc qu'il y avait eu à ce moment-là dans la salle. Mais bon, ce genre d'expérience, ça s'est aussitôt arrêté car bon, je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé en 2020. Toutefois, l'année dernière, il y a quand même eu une sorte de version hybride, mais pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il y avait la dernière fois où en fait moi j'y suis allé. Et selon un journaliste, les employés d'Apple en ce moment, ils n'ont plus besoin de tests Covid avant de se rendre au travail. Donc de ce fait, il y a le site 9to5 Mac qui s'interroge si finalement la WWDC pourrait pas elle aussi revenir en mode normal. Du coup, on va croiser les doigts pour que ce soit aussi le cas de Google, de Microsoft et des autres boîtes en général. On reste dans l'univers Apple, mais cette fois-ci sur une info que j'ai oublié de vous dire hier sur Flutter, puisque Tim Smith, c'est en gros le patron, le monsieur Flutter, il a annoncé que la pull request pour faire du debugging sur iOS, mais sans fil, était désormais supportée. En revanche, n'essayez pas sur la version stable, donc la 3.7, parce que c'est disponible uniquement sur Master. Et d'ailleurs à être sur Flutter, la séquence sur Flutterflow ou Flutter Forward a été un tout petit peu longuette, et sans vraiment de nouveautés. Et je sais pas si vous connaissez Theta, mais c'est un équivalent, puisque c'est du no-code qui va vous générer du Flutter. Il y a une version qui est sortie avec le support des notifications en push, du coup je vous laisse aller le tester. Et juste avant la partie en bref, je vais vous reparler de Maestro qui est un outil de test end-to-end et qui en l'espace de quelques semaines a quand même réussi à s'imposer. Et dans un précédent Dev Café, je vous avais expliqué qu'il lançait un Maestro Studio pour aider à écrire les scénarios des tests. Sachant que pour rappel, les tests end-to-end sont ceux de plus haut niveau qui consistent à valider que l'application fonctionne correctement certes, mais aussi si elle interagit bien avec le système. Par exemple, vous cliquez sur un mail, il y a un dynamic link, et ensuite ça ouvre la bonne page dans la bonne application. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il n'y a carrément plus besoin d'écrire les tests à la main, car en faisant les interactions directement depuis le studio, il va vous générer le contenu du fichier. Pour ce qui est des clics, vous n'avez qu'à appuyer sur l'écran, et ça va tout bien générer. En revanche, pour le reste, par exemple, écrire du texte, là, c'est à vous à écrire les instructions. Et bon, on va dire que si je pouvais faire une petite suggestion, ce serait pas mal qu'il y ait l'autocomplétion. Mais bon, je chipote un tout petit peu, parce que ce genre d'outil, c'est quand même fabuleux, d'autant qu'il y a quelques mois, ça n'existait absolument pas. Et du coup, vous n'avez même plus besoin d'un développeur pour écrire ce genre de test, vous les donnez aux testeurs, et c'est eux qui les font. Et j'ai oublié de le préciser, mais les tests que vous écrivez sont indépendants de la plateforme, donc potentiellement ce que vous écrivez, ça marche autant sur Android que sur iOS.
Alors si toutefois vous inquiétez de l'avenir de ce genre de framework, là il est maintenu par mobile.dev qui propose de son côté une version cloud payante pour en fait tester mais dans le cloud. Donc a priori vous pouvez l'utiliser sans trop avoir peur qu'il s'arrête du jour au lendemain, finalement aussi d'autant plus que c'est open source. Et sur cette nouveauté qui est très intéressante, on va prendre quelques secondes pour dézoomer un tout petit peu du mobile pour les actus en bref. L'expression « on marche sur la tête » ne s'est jamais révélée aussi vraie grâce à Elon Musk. Alors qu'il y avait plus de 7000 employés à son arrivée, il n'y en aurait plus que 1500 environ. Sauf que les chiffres sont devenus critiques et que Twitter cherche à nouveau à recruter. Qui les recruteurs contactent-ils en priorité? Eh bien d'anciens employés qui reçoivent des mails « Hello from Twitter ». Pas sûr que ce soit la meilleure des approches. Google a licencié 12 000 employés pour notamment se relancer avec l'IA et notamment sa filiale DeepMind rachetée en 2014. Sauf qu'un pôle de recherche était ouvert à Edmonton depuis plusieurs années et que suite au licenciement, ces locaux vont fermer. À la place, les employés sont invités à se rendre dans les locaux de Google à Montréal ou à Toronto. Et toujours sur l'aspect licenciement, IBM a annoncé jeudi avoir licencié 2% de sa masse salariale, soit environ 3 900 personnes. Mais si on voit l'aspect négatif pour les employés, ce type d'action n'est pas neutre financièrement puisqu'elle devrait coûter environ 300 millions de dollars en indemnité de départ. Mais bon, sur ces mauvaises nouvelles, place à du plus positif avec comme chaque année le site Product Hunt qui a organisé sa remise de trophée, les Golden Kitty Awards. Le grand gagnant de cette année est ChatGPT, suivi par Notion AI et DALL-E, comme quoi l'IA est bien la thématique de cette année. On note également la bonne performance d'Upright qui remporte la catégorie des outils pour les développeurs. Et enfin, pour terminer avec le sourire, la DARPA, qui est une agence chargée de recherche et développement dans le domaine militaire aux États-Unis, s'est fait avoir comme dans le jeu Metal Gear Solid. En effet, pour les fans du jeu de Kojima, il suffit de se mettre dans une boîte en carton pour que les ennemis ne nous voient plus. Eh bien, 8 soldats ont réussi à complètement berner un robot en utilisant cette technique. Il y a donc encore 2-3 réglages à faire, comme qui dirait. On reprend avec une petite info sur Android qui pourra aider lorsque vos testeurs voudront enregistrer une capture vidéo de l'écran. Alors depuis certaines bêtas d'Android 13 QPR1, mais que j'ai pas sur mon téléphone, quand on ouvre l'enregistreur d'écran, on peut désormais dire qu'on souhaite enregistrer l'écran, mais aussi une application et uniquement une application. Alors a priori l'interface elle a un tout petit peu changé avec notamment un drop-down plutôt qu'un menu et suivi de l'application que vous voulez enregistrer. Mais surtout ensuite on vous demande si vous voulez enregistrer le fichier, donc normal, ou alors partager l'application. Et a priori, ce partage pourrait faire suite à une fonctionnalité sur l'écran book où vous pourriez streamer une application de votre téléphone vers un ordinateur. Alors bon, vu que sur la QPR1 c'est déjà sorti et que ça y est pas a priori, peut-être que ça arrivera sur la QPR2, donc comme on dit, affaire à suivre. Et pour finir, on va évoquer 2 sujets sur le droit, mais rassurez-vous, ça peut être un truc chiant. Alors pour le premier sujet, c'est une amende autour du RGPD qui a été complètement annulée, car il pourrait y avoir une faille dans le texte. Alors bon, pour vous expliquer, Lusha c'est une extension pour les navigateurs et qui donne des informations supplémentaires sur des utilisateurs de LinkedIn ou de Salesforce, par exemple en donnant le numéro de téléphone. Sauf qu'assez rapidement, la CNIL, ils ont reçu des dizaines de plaintes dès 2018 pour s'interroger finalement sur la provenance de ces données. Et à chaque fois, la CNIL a sanctionné Lusha, mais lors de la dernière libération qui a eu lieu en 2022, il y a eu un non-lieu à la place. Alors certes, Lusha a bien été reconnu comme ayant récupéré ces données sans consentement, et d'ailleurs ça concerne quand même 1,5 million de Français, mais Lusha n'est pas une société domiciliée en Europe, mais aux États-Unis, au Delaware. Mais rien en Europe. Sauf que le RGPD, il a été conçu uniquement pour les sociétés domiciliées dans l'Union Européenne, ce qui est le cas pour les GAFAM. Mais vu que Lusha ne coche pas cette case, la CNIL, elle peut rien faire. Donc si je vous résume, créez-vous une boîte dans un pays hors Union Européenne, vous récupérez plein de données perso, vous les vendez, et c'est jackpot. Et étonnamment, moi je sais pas vous, mais je trouve qu'on parle trop peu de cette affaire, car c'est presque en fait tout le RGPD qui est en train de perdre de son sens avec cette faille qui est quand même dans un texte européen. Et ensuite, on reste bien en Europe avec un projet de loi cette fois-ci qui s'appelle la loi sur la cyber-résilience, et ça fait d'ailleurs un tout petit peu peur dit comme ça, mais en fait ça vise les fabricants de matériel, mais aussi d'applications, donc nous. L'idée du projet c'est de renforcer la cybersécurité et ça repose sur 4 objectifs. Le premier, c'est de veiller à ce que les concepteurs de produits ou d'applis, donc nous, améliorent la sécurité pendant tout le cycle de vie. Le second, c'est que la loi doit offrir un cadre cohérent et clair pour bien comprendre les règles qui sont demandées en Europe. Le troisième, c'est d'améliorer la transparence sur la sécurité pour que les utilisateurs puissent mieux comprendre. Et enfin, le dernier point, que tout ça permette aux entreprises et aux consommateurs d'acheter des produits sécurisés. Donc bon, bref, dit comme ça sur le papier, on voit pas comment on pourrait dire non. D'autant qu'il cite que la cybercriminalité est estimée à 5,5 milliards en 2021. Mais forcément, qui dit règles supplémentaires dit aussi coûts supplémentaires, sachant qu'ils estiment ce coût à environ entre 180 et 290 milliards d'euros par an.
Sauf que la question qui se pose, c'est qu'en est-il des projets open source qui potentiellement n'ont pas les ressources financières ni humaines pour mettre tout ça en place? Et les directeurs de la fondation Eclipse expliquent que beaucoup de logiciels libres sont gratuits, mais en contrepartie, on n'a aucune garantie sur la responsabilité. Mais si cette loi elle venait à passer, tout simplement ces logiciels ils deviendraient hors la loi. Pareil, imaginez, vous sortez en open source un projet, et c'est pas fini, donc c'est pas sécurisé, pareil, vous seriez pas dans les clous et on pourrait se retourner contre vous. Donc là, généralement, on parle beaucoup de lobbying comme d'un mauvais terme, mais cette fois-ci, il y a l'Open Source Initiative qui justement essaye de faire du lobbying pour expliquer que là, on est vraiment en train de marcher sur la tête, parce qu'en faisant ça, tout simplement, on pourrait mettre fin à tout un écosystème, presque à tout l'open source en général. Et il y a d'ailleurs le président du projet Maven qui va carrément plus loin, puisqu'il dit que les dépôts comme NPM ou PyPy pourraient simplement ne plus être accessibles en Europe, tout simplement parce qu'ils distribueraient des projets illégaux. Bref, j'espère maintenant qu'ils vont modifier ce projet de loi parce que sur le fond, l'idée clairement elle est super bonne, à savoir améliorer la cybersécurité, mais comme le GDPR avant, clairement il faut pas laisser des failles aussi béantes. Bon bref, je vous avais dit qu'on avait 2 sujets autour du droit mais que ça n'allait pas être chiant, en tout cas j'espère que ma promesse elle est tenue. En tout cas là où je suis sûr de pas me tromper c'est que le Dev Café du jour il est bel et bien terminé. Bref, d'ailleurs je vous avoue qu'après le Flutter Forward j'ai un tout petit peu besoin de ralentir le rythme, mais quand même vous devriez avoir des vidéos ce week-end vers 9h environ je pense. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un bon vendredi, et surtout reposez-vous bien en famille, avec vos amis, ou alors tout seul, peu importe. Comme je dis, rayez la mention inutile, et donc je vous dis, allez, à bientôt, bon week-end et toutes ces choses-là.